Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Dr Selmen Essia, assistante en anesthésie et réanimation pédiatrique néonatale à l'OHU d'Oran. Donc je vais vous présenter un cours sur le syndrome polyuropolydipsique chez l'enfant et chez l'adulte. Donc comme introduction, le syndrome polyuropolydipsique est défini par un volume des urines émis sur 24 heures supérieur à 3 litres. 30 ml par kilo de poids corporel, entraînant une soif compensatrice avec une augmentation des apports liquidiens par voie orale définissant la polydipsie. Donc le rapport physiologique, c'est l'homéostasie hydrique. Donc on va détailler un peu la régulation du système d'hydratation du corps humain. Donc, un système qui régit les centres de l'eau dans l'organisme, c'est la prise de l'eau est commandée par la sensation de soif. Un système qui régule les sorties d'eau, c'est la réabsorption d'eau par le rein au niveau des tubes collecteurs et des tubes contournés distales, sous l'effet des hormones antidiurétiques, l'ADH. La polyurie chronique est secondaire à une diminution du pouvoir de concentration des urines. Cette diminution consiste à un facteur d'augmentation de la diurèse, d'où l'installation d'un véritable cercle vicieux. Donc le syndrome polyuropolydipsique peut être remarqué dans deux cas. La polyurie osmotique, les urines sont hypertoniques. Cette hypertonie s'oppose à la réabsorption d'eau malgré la présence de l'ADH et engendre des urines abondantes concentrées par la substance osmotiquement active, par exemple le glucose, sodium et urée. La polyurie hydrique, les urines sont diluées et l'osmolarité urinaire est inférieure à 300 milliosmoles par kilo d'eau. Elle pose le problème de diagnostic étiologique, le diabète insipide central et le diabète insipide néphrogénique et la polydipsie primaire. Donc, comme diagnostic positif, donc on va baser premièrement sur la clinique, les signes fonctionnels. Donc, il faut identifier le syndrome polyuropolydipsique est facile, repose sur l'association des deux signes principaux. La polyurie supérieure à 6,6 ml par kilo par heure chez l'enfant et la soif compensatrice qui est à l'origine d'une polydipsie impérieuse. Les signes d'orientation du diagnostic étiologique doivent être recherchés notamment aux antécédents de diabète personnel ou familial, de syndrome polyuropolydipsique, de traumatisme crânien, pathologie neurochirurgicale, pathologie rénale et amylose ou drépanocytose. La recherche des signes fonctionnels associés est impérative, notamment le début et l'évolution dans le temps, la poursuite de la symptomatologie la nuit, syndrome cardinal du diabète, amaigrissement, polyphagie, asthénie, etc. Syndrome tumoral hypothalamo-hypophysaire, céphalée, amputation du champ visuel, névralgie de la 5e racine crânienne. Les signes endocriniens en faveur d'une tumeur hypothalamo-hypophysaire, la prise de certains médicaments tels que lithium, l'amphotéricine B et la déméclocycline doivent également être recherchés. Deuxièmement, l'examen clinique il consiste à éliminer les signes de gravité en rapport avec la déshydratation. Cette dernière peut engendrer le pronostic vital, surtout chez l'enfant, notamment une perte de poids, une soif, muqueuse sèche, fièvre sans stigmate infectieuse, troubles de la conscience, convulsions, thrombose veineuse centrale. Il faut également évaluer le degré de retentissement rénal. Sur le syndrome polyuropolydipsique peut entraîner une thrombose veineuse rénale ou une nécrose corticale ou papillaire. Il faudra rechercher des signes en rapport avec une atteinte hypothalamo-hypophysaire, d'autres natures, hypothyroïdie, insuffisance anti-hypophysaire. Paraclinique, on commence toujours par un test des tests non spécifiques. Leur objectif est d'éliminer les polyuries osmotiques et ensuite de caractériser la polyurie insipide.
Il consiste à rechercher une glucosurie dans les bandelettes, mesure de la glycémie, réaliser un ionogramme sanguin, urée, créate plasmatique et urinaire, densité urinaire, calcémie, protéinurie, FNS et recueil des DURS de 24 heures. Le premier test à réaliser, c'est le test de restriction hydrique. Il consiste à étudier le pouvoir de concentration des urines après un arrêt total des liquides. Ce test se fait en milieu hospitalier sous surveillance stricte. Pouls, tension artérielle, poids, natrémie, osmolarité plasmatique et urinaire. Il est indiqué en cas de polyurie hydrique sans contexte évocateur d'une étiologie. Ce test sera interrompu en cas de mauvaise tolérance hémodynamique, hypernatrémie supérieure à 150 mmol par litre, ou en cas de normalisation ou stabilisation de l'osmolarité au bout de 2 heures. Si l'osmolarité urinaire se normalise, donc supérieure à 750 milliosmoles par litre, il s'agit d'une polydipsie primaire. Et s'il reste inférieur à 300 milliosmoles par litre, il s'agit d'un diabète insipide. Dans ce cas-là, on réalise une injection d'analogue d'ADH pour différencier le diabète insipide central du diabète insipide néphrogénique. Dans certains cas, l'interprétation du test est difficile car on peut observer une augmentation modérée de l'osmolarité urinaire, donc entre 300 et 700 milliosmoles par litre. En cas de polydipsie primaire ou diabète insipide incomplet, on pourra alors céder par le dosage d'ADH plasmatique. L'exploration biologique, le dosage d'ADH, les concentrations d'ADH est diminuée dans le diabète insipide central et augmentée en cas de diabète insipide néphrogénique. Bilan hormonal anti-hypophysaire, il sert à surveiller et à suivre les patients qui ont un syndrome polydipsique polyurique. Diagnostic étiologique, on a le diabète insipide central qui vient généralement chez l'adulte. Le diabète insipide central est secondaire à un déficit d'ADH. Au début, souvent brutal, il s'agit d'une polyurie hypotonique avec déficit complet en ADH. Osmolarité inférieure à 300 milliosmoles par litre ou incomplet, osmolarité entre 300 et 750 milliosmoles par litre. Lors du test de restriction, la polyurie persiste malgré l'hypernatrémie et l'osmolarité urinaire reste basse. L'administration de desmopressine corrige ce déficit et fait chuter la DURS. Les causes de déficit peuvent être acquises ou génétiques. Le diabète insipide néphrogénique est secondaire à une résistance rénale à l'action de l'ADH qui est présente à des taux élevés. Il s'agit d'une polyurie hypotonique, osmolarité urinaire inférieure à 300 milliosmoles. Lors du test de restriction hydrique, la polyurie persiste et l'osmolarité urinaire reste basse. L'injection de la desmopressine est inefficace. Il est plus rare que le diabète insipide central. Les causes du diabète insipide néphrogénique peuvent être acquises. Par exemple, la tubulopathie des maladies de système, myélome multiple, myélose, sarcoïdose, drépanocytose, syndrome polydipsique de Fanconi. Deuxièmement, perturbations métaboliques, hypercalémie, hypercalcémie, hypocalémie, carence d'apport protéique ou régime des sodés stricts prolongés. Les causes iatrogènes, lithium, l'amphotericine B, vinplastine, tétracycline, c'est dans le cadre de chimiothérapie et dans le cadre d'anesthésie, la méthoxyflurane. Les causes congénitales et familiales, ce sont des affections rares à transmission récessive autosomique liées à l'X. La polydipsie primaire. La polydipsie psychologique, c'est la potomanie, est une polydipsie sans sensation de soif. Elle est secondaire à une maladie psychiatrique, schizophrénie, par exemple, psychose maniaco-dépressive ou nerveuse. La polyurie osmotique est définie par une élimination osmotique urinaire supérieure à la charge osmotique standard, supérieure à 900 milliosmoles. Elle est le plus souvent secondaire à une décompensation du diabète sucré.
Les autres causes de polyosmotique sont dues à des perfusions hypertoniques, mannitol, glucose hypertonique. Le traitement, le traitement des polyosmotiques consiste à traiter la cause. Il faut éviter à des apports suffisants pour éviter la déshydratation extracellulaire et l'hypocalémie. Chaque litre d'urine excrété durant une diurèse osmotique contient environ 50 millimoles de sodium et 25 à 50 millimoles de potassium. Le traitement du diabète insipide dans un contexte neurochirurgical post-traumatique repose sur l'injection intraveineuse de l'analogue de l'ADH, la desmopressine, de 1 à 2 microgrammes 2 à 3 fois par jour. Si le déficit de l'ADH n'est pas total, donc on peut utiliser la Tegretol 200 à 60 mg par jour, soit 1 à 2 comprimés par jour. Le traitement du diabète insipide néphrogénique est d'abord étiologique, sinon les inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines, ibuprofène ou indomethacine sont efficaces. Il s'agit en augmentant la sensibilité de l'ADH. Le régime pauvre en sel et les diurétiques thiazidiques peuvent être également utilisés. L'amyloride diurétique épargneur de potassium peut être utile, en particulier dans les formes secondaires à la prise de lithium. La polydipsie primaire, il n'y a pas de traitement efficace dans la polydipsie primitive. La desmopressine peut être prescrite pendant la nuit pour améliorer la nictuérèse, mais la dose nécessaire est suffisante pour diminuer la diurèse nocturne tout en évitant l'hyponatrémie durant la journée suivante. Reste difficile à déterminer. La prévention des complications du diabète insipide repose sur la compensation mutuelle des apports liquidiens et de la polyurie afin d'éviter l'apparition des troubles de la natriémie. Comme conclusion, tout syndrome polydipsique impose une exploration. Il est essentiellement lié à la polyurie et peut être rarement à l'origine d'un diabète insipide qui peut révéler une pathologie grave et conduire à des complications métaboliques majeures en cas d'altération de mécanismes de soif ou de limitation de l'accès à l'eau. Le diagnostic repose sur l'interrogatoire et l'examen clinique. La démarche diagnostique est primordiale pour pouvoir proposer une thérapeutique bien adaptée. Merci de votre attention.